Vendredi 6 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, page politique pour commencer. Les politiciens sont des rivaux et non des ennemis. C'est la raison pour laquelle ils doivent maintenir la paix et la sécurité et ne pas faire de discours de haine, a déclaré aujourd'hui le président de la CENI à l'ouverture de la 4e réunion sur le processus électoral. La campagne électorale commencera également la semaine prochaine et la CENI a rappelé les dispositions de la loi à cet égard. Les 13 candidats ont été invités à cette réunion, mais seuls 2 d'entre eux ont répondu à l'appel. Les détails avec Cécile Vin sur les images de Sech Adjiana. La campagne électorale pour l'élection présidentielle débutera le mardi 10 octobre. Les candidats convaincront les électeurs du fait que le choix leur appartient entièrement et que le pouvoir est entre leurs mains. Face à cela, la CENI a appelé chaque candidat à préserver la paix et la sécurité, ainsi que les valeurs malagasy. La Commission électorale nationale indépendante a appelé les candidats à faire des compromis sur les divergences politiques afin que la tolérance prévale et que l'intérêt public prime. La CENI, qui est la seule définie par la loi comme organe de gestion des élections, a confirmé qu'elle respecte toujours le choix du peuple malagasy. La 4e réunion organisée par la CENI concernant le processus électoral s'est tenue ce jour. Sur les 13 candidats, seuls 2 sont venus et ont envoyé un représentant, à savoir le candidat numéro 3, Andradzuel, et le candidat Dan Sienjison. Des représentants du gouvernement et de la société civile ont également assisté à cette réunion. Ensuite, le gouvernement collégial est prêt à prêter main forte pour le bon déroulement de l'élection présidentielle, a déclaré aujourd'hui son porte-parole à la CENI. Le gouvernement est également ouvert à tous les dialogues pour autant que la Constitution soit respectée, selon toujours la déclaration. Les détails toujours avec Cécile Vin et Sech Adjiana. Madagascar doit avoir un nouveau président de la République avant le 19 janvier 2024. Ce n'est que par le biais d'élections que le peuple pourra nommer le dirigeant qu'il souhaite diriger à nouveau le pays pour les 5 prochaines années, selon la déclaration du gouvernement collégial ce jour à la CENI, lors de la rencontre entre cette dernière et les candidats à la présidentielle. Le gouvernement qui a également confirmé qu'il était pleinement prêt à porter main forte pour le bon déroulement de l'élection. Le gouvernement collégial a toujours montré qu'il était ouvert à toutes les discussions susceptibles d'améliorer le processus électoral, ajoute sa porte-parole. Preuve en est leur participation à la réunion organisée par la Commission électorale nationale indépendante avec les candidats. 5 ministres, membres du gouvernement de coalition, ont participé à la rencontre au sein de la CENI aujourd'hui. L'association FBM apporte son soutien au candidat Andradzuel, selon la déclaration faite aujourd'hui à Nzanahar. La constatation des nombreuses réalisations pour le développement de Madagascar a convaincu cette association qui a ainsi décidé de renouveler son soutien au candidat numéro 3 à l'élection présidentielle. Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. L'association FBM était convaincue depuis 2018 que le candidat Andradzuel apportera le développement à Madagascar. Selon les membres de cette association, ils ne se sont pas trompés de choix car en 4 ans et quelques mois, de nombreuses infrastructures ont été construites sur toute l'île. Il est évident qu'il y a eu un changement dans le quotidien de la population, selon le secrétaire général de l'association, Rakoutbe Alain. Pour la continuité de ce développement, l'association a déclaré son soutien ce jour au candidat numéro 3 et fera en sorte que Andradzuel sera à nouveau à la tête du pays. À noter que l'association est présente dans tout Madagascar et collabore avec plusieurs autres associations. Par ailleurs, elle condamne également la collective des candidats qui cherchent à s'emparer du pouvoir en dehors du scrutin et appelle la population au calme et à ne pas accepter de se laisser manipuler par les fauteurs de troubles. Dans un tout autre sujet, l'accélération des procès devant la Haute Cour sera priorisée, a confirmé aujourd'hui la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il sera également procédé à la confiscation des biens obtenus à la suite de délits graves et lesquels seront versés dans le trésor public. Fajessel Mireille sur les images de Yves Chanel.
La procédure judiciaire sera améliorée et renforcée afin que les procès devant la haute cour ne soient plus retardés. La confiscation des biens obtenus à la suite de délits graves se poursuivra également et seront inclus dans le trésor public, ont indiqué le premier président de la Cour d'appel d'Antananarivo, le chef du siège de la juridiction du second degré du PAC et le chef du ministère public auprès du second degré du PAC, qui ont été installés officiellement aujourd'hui au PAC 67 hectares. Concernant les statistiques, il y a eu 214 demandes de liberté provisoire en 2020, dont 28 ont été accordées. En 2021, 18 personnes sur 130 l'ont obtenu et l'année dernière, 9 demandes sur 66 ont obtenu une liberté provisoire. Pour rappel, ces magistrats ont été spécialement choisis et ont pour objectif la tolérance zéro et la justice équitable, précise le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Hadji Amanate Nassou, l'Inde Boulatine. La stratégie régionale pour l'utilisation d'énergie renouvelable dans la région d'Itas a été mise en place. Cette région utilise jusqu'à 6% de la forêt à Madagascar pour la fabrication du charbon et des bois de chauffe, ce qui engendre la destruction des forêts. Pourtant, la forêt de Tapi dans cette forêt fait partie des aires protégées, raison pour laquelle la région a pris des mesures pour passer vers l'utilisation de l'énergie renouvelable, selon le gouverneur d'Itas. C'est Sylvain Anana Martina sur les images de Nsar Hadjiansou. 720 000 mètres carrés par an est la superficie des forêts utilisées pour la fabrication de charbon et des bois de chauffe dans la région Itas. C'est la raison pour laquelle la forêt commence à disparaître et que ces charbons et ces bois de chauffe sont de plus en plus chers selon les explications. Face à cela, le plan régional pour l'utilisation des matières transformées en énergie renouvelable a été mis en place dans la région Itas. Ce plan régional vise l'utilisation des énergies renouvelables dans la protection de la forêt d'Itas, mais aussi pour solutionner le manque d'offres en matière de bois de chauffe et de charbon. De plus, bon nombre d'acteurs tendent vers la production des matières de charbon naturel. L'utilisation de ces charbons naturels sera alors soutenue et vulgarisée, selon toujours les explications. 52 milliards d'ariars est la somme utilisée pour la conversion vers l'utilisation des énergies renouvelables pour la région d'Itas. Ce plan est financé par l'Union européenne à travers le programme AFAFI Centre et géré par le BACE. Ensuite, 150 lampes de type Cobra ont été installées dans la commune d'Ambouy-Mangakeli. La municipalité, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures et la Jirama ainsi que la population se sont donné rendez-vous ce jeudi pour allumer ensemble ces lampes. 18 Fukuntagnes ont bénéficié de ce projet à Zavaoni et Lankielanchan. L'acquisition de ces lampes Cobra dans la commune d'Ambouy-Mangakeli apportera la paix et la sécurité et le développement et améliorera l'aspect de la ville selon les habitants. C'est Sylvain sur les images de Nsar Hadjiansou. La commune d'Ambouy-Mangakeli fait également partie des communes qui ont bénéficié du projet du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à Zavaoni et Lankielanchan. Non seulement sur les voies très fréquentées, mais des lampes Cobra ont été également installées, même dans les ruelles de cette commune. C'est notamment le cas du Fukuntandi-Kianz, qui est l'un des villages les plus peuplés de la municipalité et qui connaît également de fréquents cas d'insécurité. Outre Ikianz, 17 autres Fukuntagnes ont également bénéficié de ce projet. 160 000 habitants en bénéficieront, selon les informations fournies par l'administration municipale. Par ailleurs, les habitants de la commune Ambouy-Mangakeli peuvent également bénéficier du branchement Mour. Le projet à Zavaoni et Lankielanchan se poursuivra dans les autres Fukuntagnes d'Ambouy-Mangakeli et aucun village ne sera oublié, a indiqué le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Et le problème en matière d'approvisionnement en eau dans la commune de Bungatsar, district d'Atimjan, est actuellement résolu. Un réservoir d'eau y a été installé pour approvisionner chaque village. Selon le maire de Bungatsar, ce projet a été mis en œuvre pour répondre à la politique du gouvernement visant à fournir de l'eau potable à la population. Les détails avec Radou Ramanazatouf. La commune de Bungatsar est l'une des communes qui ont souffert auparavant de problèmes d'approvisionnement en eau et dans quelques villages, cela constituait véritablement un problème majeur.
Pour cette raison, les habitants sont obligés de se déplacer loin et le prix d'un bidon d'eau de 20 litres est passé jusqu'à 200 arrières. Les habitants ont ainsi demandé à l'administration municipale de construire une infrastructure d'approvisionnement en eau, ce qui a été réalisé à travers une coopération de la municipalité avec les partenaires comme la région Île-de-France et Kruid Madagascar. Une fois le projet terminé, les habitants pourront acheter un seau d'eau pour 50 arrières. Il y a aussi ceux qui peuvent en bénéficier directement chez eux. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, entre 2016 et 2021, inondations, tempêtes, sécheresses et incendies, des catastrophes liées au changement climatique ont entraîné 43,1 millions de déplacements d'enfants à l'intérieur de 44 pays, selon un rapport de l'UNICEF publié ce jeudi. L'organisation appelle les chefs d'État à se pencher sur cette question lors de la COP28. Reportage sur les images de France 24. Quand on parle du réchauffement climatique, il y a ce que l'on voit, ce que l'on ressent et ce que l'on n'imagine pas. D'autres élèves de l'école m'ont taquiné parce que ma maison a été inondée. Parce que nous n'avons pas de maison permanente. Comme Garima, un peu plus de 43 millions de déplacements d'enfants ont eu lieu entre 2016 et 2021 selon un rapport de l'UNICEF, l'équivalent de 20 000 déplacements d'enfants par jour, fuyant les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les incendies. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'après les données dont nous disposons. Les enfants peuvent être séparés de leurs parents ou des personnes qui s'occupent d'eux. Souvent, leur éducation est interrompue, leur accès aux soins de santé est perturbé, de sorte qu'ils courent un risque plus élevé de malnutrition, de maladie ou de ne pas recevoir les vaccins importants. Ce phénomène pourrait plus que doubler dans les 30 prochaines années. Un cri d'alarme de l'UNICEF aux dirigeants de la planète, alors que la COP28 se tiendra à Dubaï dans quelques semaines. Destination Syrie, plus de 110 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque de drone contre une académie militaire dans ce pays qui a promis de riposter fermement, faisant craindre une escalade. L'attaque n'a pas été revendiquée et la Syrie enterre vendredi les militaires et leurs proches. À la suite de cette attaque, Damas a répliqué par des bombardements intensifs des zones rebelles. France 24. Ces jeunes militaires viennent d'être promus officiers de l'armée syrienne. Élèves de l'académie militaire de Homs, dans le centre de la Syrie, ils s'apprêtent à célébrer leur promotion avec leurs proches. Quelques instants plus tard, la joie laisse place à une scène de désolation. Des drones viennent d'exploser au-dessus de la foule. Au moins la moitié des victimes sont des soldats, mais plusieurs enfants ont aussi perdu la vie. Les hôpitaux de la région ont dû faire face à un afflux de blessés. Nous étions dans la cour pour la cérémonie de promotion de mon frère. Nous avons pris des photos et nous étions sur le point de partir quand d'un coup, on ne voyait plus rien à part des gens au sol. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'ai juste senti mon visage brûler et tout était détruit. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le régime syrien n'a pas tardé à accuser des organisations terroristes et à riposter le jour même par des bombardements sur la région d'Idleb, dernière poche de résistance à Bachar al-Assad, contrôlée par des rebelles islamistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes du régime ont fait au moins 4 victimes civiles. Ensuite, Joe Biden, accusé par la droite de laxisme face aux arrivées de migrants, a assuré jeudi qu'il était légalement contraint de poursuivre la construction d'un mur avec le Mexique, une mesure phare de son prédécesseur Donald Trump. La démocrate de 80 ans, candidat à la réélection, a confirmé qu'il ne pouvait pas interrompre le financement engagé par le milliardaire républicain, faute d'avoir pu convaincre le Congrès d'employer ces fonds pour d'autres mesures. France 24. C'est par un discret avis publié par le registre fédéral que l'administration Biden a annoncé la nouvelle. Reprenant à son compte une des mesures phares de l'ancien président Donald Trump, elle va ajouter une nouvelle section au mur frontalier avec le Mexique pour tenter de limiter l'arrivée de migrants. Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d'empêcher les entrées illégales. Une information aussitôt commentée du côté des républicains qui se félicitent que Joe Biden reprenne leur programme.
Son rival Donald Trump, lui, a demandé des excuses. Cela montre que j'avais raison quand j'ai construit 900 km d'un mur frontalier tout beau, tout neuf. Joe Biden s'excusera-t-il auprès de moi et de l'Amérique pour avoir mis si longtemps à bouger sur ce sujet ? Pour financer cette extension, le gouvernement américain doit suspendre une vingtaine de lois fédérales sur l'environnement ou la protection des espèces menacées. Mais le président Joe Biden, qui avait assuré au début de son mandat qu'aucun Américain ne paierait plus pour le mur, assure aujourd'hui qu'il n'avait pas le choix. L'argent a été affecté au mur. J'ai essayé de convaincre les républicains au Congrès d'allouer les fonds à autre chose, mais ils n'ont pas voulu. Après, il n'est pas possible légalement d'utiliser cet argent pour autre chose. Je ne peux rien faire contre cela. De l'autre côté de la frontière, le président mexicain a déploré une véritable régression. Je comprends que les groupes politiques d'extrême droite exercent une forte pression aux États-Unis. Mais cette autorisation pour la construction du mur est un pas en arrière parce qu'elle ne résout pas le problème. Selon les chiffres du gouvernement américain, plus de 245 000 tentatives d'entrée illégale ont été enregistrées sur une période de 10 mois. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.